L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Gérard Longuet, est-ce que la vie politique française, et particulièrement à droite, doit se passer de Nicolas Sarkozy ou souhaiter qu'il revienne ? Je trouve que Guillaume Tabar a dit des choses extrêmement pertinentes. Je voudrais juste une observation. 2013 est la seule année sans élection. 14, il y aura des élections municipales, 15 régionales départementales, 16, il y aura des primaires et 17 des présidentielles. 2013, on est peinard, il n'y a pas d'élection. Si on pouvait prendre le temps de réfléchir et de se poser la question suivante, pourquoi la France perd-elle des parts de marché d'une façon constante depuis 15 ans Mais visiblement, c'est le pari de Nicolas Sarkozy. Et comment se fait-il? Oui, mais enfin, on a tous partagé le pouvoir depuis 15 ans. Jospin, Raffarin, Villepin, François Fillon sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, et depuis 15 ans on perd du terrain. Donc c'est l'heure de l'autocritique, ou plutôt de la réflexion. C'est l'heure de la réflexion. 2013, pas d'élection, réflexion. Voilà mon slogan. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, comme dans toutes les démocraties occidentales importantes, la nécessité d'avoir ce qu'on appelle en Angleterre un shadow cabinet, c'est-à-dire une sorte de gouvernement de remplacement organisé avec un leader, parce que tant que c'est flou... Oui, alors ça viendra forcément, et ça viendra à mon avis après les municipales. Je pense que 2013, c'est vraiment l'année de la reconstruction. Tout ce qui a été dit est vrai. Nicolas Sarkozy, dans la force de l'âge, il a une volonté, et les conditions qu'a évoquées Guillaume Tabar sont des conditions que naturellement un homme sensé pose. Si on a besoin de moi, si la France va mal, si Marine Le Pen, c'est des conditions de bon sens. Simplement, il y en a une qui n'a pas été posée. Pour faire quoi? Et pourquoi n'a-t-on pas fait avant? Voilà. Et ça a une question. Mais est-ce que vous considérez, pardonnez-moi, avant que j'y n'intervienne, je voudrais savoir si, à titre personnel, puisque vous connaissez quand même bien le monde politique à droite depuis maintenant presque 40 ans, est-ce qu'il vous paraît le mieux placé aujourd'hui de votre point de vue et du point de vue de votre électorat? Moi, je pense que l'avenir appartient... Ne soyez pas trop prudent. Alors non, c'est très simple. L'avenir appartient à celui qui réfléchit publiquement et qui s'engage publiquement sur l'analyse et la décision. Nous avons à cause de la présidentialisation de la vie politique, la tentation de trouver le candidat. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le projet. Gilles Leclerc. Justement, à propos du projet, vous dites que la France va mal, en gros, depuis 15 ans. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, François Hollande est en train de corriger, au fond, le tir de la santé de la France? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il l'aggraverait? Non, il l'aggrave. Il l'aggrave parce qu'il passe à côté d'opportunités. Il y a des choses qui sont positives, qui d'ailleurs ne découlent pas de lui. Par exemple, l'accord patronat-syndicat, c'est bien. Et cela dit, ça démarre en 2008, lorsque Sarkozy, justement, était président, et c'est dans la continuité. Ce n'était pas dans le programme de François Hollande, mais là, François Hollande l'a accepté, bien que ce ne soit pas dans son programme. En revanche, il perd des opportunités. Je pense, par exemple, sur le thème de l'énergie, passer à côté des hydrocarbures non conventionnels, gaz et pétrole, pour la France, c'est criminel. On est en train de perdre des années de compétences et de technicité qui permettraient d'apporter à la fois des emplois et de l'argent. Pourquoi diable? Parce qu'il y a une alliance politique qui n'est pas raisonnable avec des gens qui... Est-ce que vous avez l'impression que Montebourg peut faire sauter le verrou, justement? Parce qu'il a l'air d'être bien décidé à faire sauter le verrou du côté des écologistes. Tant mieux, et s'il a besoin d'un coup de main, je l'aiderai volontiers, parce qu'on n'a pas le droit de perdre du temps en France. On en a trop perdu. À propos de temps, il y a des chiffres qui sont impressionnants sur les déficits. Il y a le diagnostic de la Cour des comptes avant-hier. François Hollande a annoncé notamment une baisse des dotations très fortes sur les collectivités locales. Moins 4,5 milliards, vous êtes un élu... En 2 ans. En 2 ans, vous êtes un élu local. Est-ce qu'il a raison de faire ces mesures? Il faut attaquer effectivement notamment ce poste-là, ou est-ce que ça va faire des... Si vous voulez, dans le volet renouveau pour notre pays, il y a certainement dépensé moins. Et à cet égard, je ne vois pas pourquoi les collectivités locales ne feraient pas aussi leur part d'effort. Encore faut-il se souvenir que leurs budgets, eux, sont en équilibre. En revanche, il y a 2 manques fondamentaux chez François Hollande, c'est le travailler plus et permettre d'investir. Le problème français, c'est qu'on n'investit pas sur les produits nouveaux, on n'investit pas sur les marchés nouveaux parce qu'on n'a pas de marge. Les entreprises n'ont jamais eu un taux de marge aussi faible que dans notre pays. Or, Hollande, depuis 6 mois, a découragé les épargnants, découragé les investisseurs, et les entreprises françaises réussissent. Donc c'est le procès de la fiscalité. Totalement. Elles réussissent, mais à l'étranger, et elles n'investissent plus en France. Les entreprises françaises, pas les grandes,
Est-ce que vous considérez que l'abandon plus ou moins officiel justement des fameux 3%, ça a été dit assez clairement par Jean-Marc Ayrault, même s'il dit qu'au terme du mandat de François Hollande, on reviendra à l'équilibre, est-ce que c'est quelque chose d'important ou est-ce que pour vous finalement ce n'est qu'un épiphénomène? Non, c'est très important d'abord parce que pour la France, ça fait un horizon de renouveau qui s'éloigne. Parce qu'à partir du moment où on ne fait pas les 3% tout de suite, c'est qu'on les fera plus tard. Mais avant de les faire, il va falloir continuer à se serrer la ceinture, ce qui n'est pas une perspective particulièrement sympathique, et notamment pour les... Parce qu'ils l'avaient eux-mêmes martelé, hein, Pierre Moscovici Europe 1, et je crois que François Hollande devant la Cour des comptes l'avait dit. Mais il y a un autre problème derrière celui-là qui est plus préoccupant, c'est celui de la cohésion européenne. Et à cet instant, si vous voulez, on se pose la question de cette cohésion en réalité franco-allemande. C'est-à-dire que là, les Anglais qui n'appartiennent pas à l'euro ont donné un coup de pouce à Mme Merkel pour étoffer le budget européen. Soit. Mais je vous rappelle que les Anglais ne font pas partie de l'euro. Nous aurions eu besoin d'avoir un accord européen avec les Allemands, donnant. Or, le problème, c'est que la France n'a rien à donner. La France de François Hollande n'a rien à donner. Elle n'ouvre aucune perspective de construction et d'avancée européenne pour un Allemand. Donc l'Allemand se dit, puisque les Français ne nous offrent rien, on va chez les Anglais. Vous connaissez leur discours. Et donc nous sommes victimes. Si vous voulez, s'il y a une alliance anglo-allemande, c'est parce que les Français n'apportent rien à la construction européenne. Autre sujet, je rappelle que vous étiez, il y a encore peu de temps, ministre de la Défense. L'autorité de François Hollande, avec la décision d'être au Mali. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Est-ce que vous pensez qu'au fond, les troupes françaises devraient bientôt partir de ce pays? Et est-ce que vous continuez à soutenir le chef de l'État dans cette opération? Alors, je considère que François Hollande a eu l'attitude intelligente, je sais pas ce qu'on veut dire, normale, solide, d'un président français face à l'Afrique et face à un pays menacé par une déstabilisation qui aurait été insupportable. Donc je le soutiens. Là où je vais un petit peu plus loin que les observateurs, c'est que je dis attention, c'est pas une affaire facile, non pas tant sur le plan militaire, mais sur le plan du partenariat politique avec le Mali, qui doit se reconstituer. Et manifestement, la reconstruction malienne est plus compliquée, ce qui veut dire que la présence française sera plus longue. Est-ce que vous considérez que le Rafale va enfin être vendu, le voyage en Inde? Parce que comme ministre de la Défense, là aussi, ce dossier, vous l'avez sur le bureau pendant longtemps. Oui, je pense que nous le vendrons. Je ne veux pas injurier l'avenir ou jouer les Madame Soleil. Je pense que nous le vendrons pour une raison simple, c'est que c'est un appareil formidable pour un pays qui a besoin de se défendre. Et l'Inde se sent dans l'obligation d'avoir une véritable armée de l'air. Ils n'achètent pas des avions pour le défilé de la fête nationale, ils achètent des avions pour combattre. Et Dassault fournit l'Inde depuis 50 ans, et les Mirages ont rendu des services considérables à l'armée indienne face au Pakistan dans des moments extraordinairement difficiles. Donc on est dans une situation plus d'après vous. On est plus. On est plus. Et la loi du genre veut que le président d'aujourd'hui recueillera les fruits des investissements du président d'hier. Dans les Échos ce matin, Jean-François Copé parle d'une motion de censure contre la politique économique justement du gouvernement. Est-ce que vous considérez que l'opposition jusqu'à présent, d'abord est-ce que c'est opportun, et deuxièmement est-ce que vous considérez que l'opposition en son ensemble l'a mal pris, si je puis dire, François Hollande, c'est-à-dire depuis le début, sous-estimé, puis s'est trompé de combat avec le mariage pour tous, etc., etc. Est-ce que c'est pas sur le terrain économique et social qu'il fallait porter cet effort? Nous n'avons pas fait l'effort d'analyser en profondeur les limites de la politique de François Hollande, et j'ajoute nos propres limites, lorsque nous étions au gouvernement. On a eu un choc de personnalité, derrière et implicitement un choc de comportement politique. Nous n'avons pas assez approfondi les raisons qui ont fait que nous n'avons pas surmonté la crise économique comme l'opinion l'attendait, et nous n'avons pas assez analysé les contradictions du système Hollande qui sont très simples. C'est que Hollande n'offre aucune perspective à la France, alors qu'il accepte l'Europe. Il n'en tire aucune conséquence. Mais justement, ce droit à l'autocritique que vous revendiquez, et Gilles conclura tout à l'heure, c'est ce qu'exprime une grande partie des responsables économiques du gouvernement. Vous souvenez-vous la phrase de Michel Sapin commentant justement François Fillon, c'est lui qui nous a légué un État en faillite, a-t-il dit. Donc c'est une manière de dire que la gestion de la droite a été une gestion, j'allais dire elle aussi, en tout cas calamiteuse de son point de vue. Ce qui est certain, c'est qu'on a un devoir d'analyse de nos succès, il y en a beaucoup, de nos matchs nuls et peut-être de nos oublis. C'est un devoir absolu. Si nous voulons, vis-à-vis de l'opinion de droite responsable, les gens qui se disent « mais pourquoi le pays en est là ?»
Pourquoi avez-vous perdu les élections? Pourquoi les charges sont-elles plus lourdes ici qu'ailleurs? On a quand même un moment où il faut s'arrêter sur ce que l'on a fait. Gilles Leclerc, dernière question. À propos du mariage, le texte va venir à partir du 2 avril au Sénat. Est-ce que l'opposition sénatoriale va emboîter le pas à ce qu'a fait l'opposition à l'Assemblée? Je pense que le Sénat n'est pas l'Assemblée nationale, mais sur le fond, nous sommes extraordinairement attentifs à ce débat qui, au-delà de la formule de magazine sentimental, nous deux, le mariage pour tous, pose le vrai problème de la filiation d'une part, de la GPA, de la PMA, et donc implicitement de l'eugénisme. Car c'est exactement ce qui est en cause dans cette affaire. Alors, bon, moi je suis assez... J'aime que l'homme se situe dans une chaîne de tradition et je ne vois pas la rupture de la filiation. C'est la raison pour laquelle je suis très gêné par ce texte parce qu'implicitement, il va créer une nouvelle catégorie d'êtres humains, des êtres humains qui n'auront pas de filiation. Donc une droite très offensive au Sénat au moment de l'examen de ce texte. Déterminée. Offensive, c'est pas le terme. Moi je respecte les adversaires, j'entends qu'ils me respectent aussi. Je voudrais attirer leur attention sur le fait qu'ils sont en train de déclencher un système qui aboutira à un nouvel homme, un être humain sans racines et donc sans projet de mon point de vue. Gérard Longuet était l'invité donc en direct de Radio Classique et Public Sénat ce matin. Bonne journée à vous Gilles, on se retrouve évidemment demain.